Dans les 3 dernières vidéos, en compagnie d'invités trop cool, on a posé le problème de la surinterprétation. Surinterpréter, c'est expliquer ce qui n'est en fait que le fruit du hasard. Ceci correspond typiquement à donner trop d'importance aux données plutôt qu'aux modèles, ce qui a la fâcheuse tendance d'augmenter le risque d'apprendre des règles non généralisables. On a aussi vu qu'en pratique, pour lutter contre la surinterprétation, on pouvait utiliser des méthodes statistiques comme la validation croisée, qui consiste à ajuster le niveau d'interprétation adéquat en voyant comment une règle déterminée par un training set se généralise à d'autres données que l'on appelle le test set. Mais pour un théoricien comme moi, il y a quelque chose d'assez frustrant avec la validation croisée. On voit intuitivement pourquoi ça marche, mais il est difficile de dire qu'il s'agit vraiment de la bonne façon de faire. C'est comme si on utilisait une fourchette pour touiller le sucre dans le café. Ça marche, mais on sent que c'est pas idéal. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'approche de l'informatique théorique pour comprendre le problème de la surinterprétation. Cette approche consiste à prouver un théorème qui garantit que sous certaines conditions, tout ira bien. Et le théorème en question dit la chose suivante. Si la complexité des explications est une petite fraction du nombre de données, alors on sera garanti d'éviter le piège de la surinterprétation. Et le corollaire de cela, c'est que nous autres humains sommes très souvent en excès de surinterprétation. Alors, ça peut vous surprendre qu'il y ait beaucoup de mots flous dans la formulation de ce théorème. D'ailleurs, tel qu'il est écrit là, ce théorème est faux, mais il est presque vrai. Le truc, c'est qu'à l'école, on apprend des définitions et des théorèmes méticuleusement fignolés, qui sont souvent le fruit de siècles de recherche mathématiques, et on vous demande ensuite d'appliquer ces définitions et théorèmes dans des exercices mathématiques. Sauf que comme j'en ai parlé la dernière fois, ce genre de pratique peut donner l'impression que les mathématiques sont un ensemble de connaissances figées et immuables. Elles conduisent les bons élèves en mathématiques à se comporter en Dr John. Alors que non. Mais non. J'ai bien peur que cette impression de rigidité des mathématiques conduise beaucoup d'élèves à constamment faire de la sous-interprétation, c'est-à-dire à sacraliser la rigidité des définitions qu'ils ont apprises, voire même le choix des notations qui ont été utilisées en cours. Et oui, ça existe. Il y a des grammaires nazis, des notations mathématiques. Ça existe. Sauf qu'en fait, les mathématiques, surtout au niveau de la recherche, c'est tout sauf rigide. On l'a vu, le concept de nombre n'a cessé d'être défini et redéfini dans l'histoire des mathématiques. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire sentir la vraie façon de penser des chercheurs en mathématiques appliquées et en informatique théorique, ou du moins ma façon de structurer mes réflexions mathématiques. Celle-ci consiste justement à partir de notions intuitives assez floues et à chercher une jolie reformulation mathématique de ces idées. Bien sûr, on va essayer de rester fidèle à l'intuition originale, mais on n'hésite généralement pas à changer la définition des mots, d'une part pour lever les ambiguïtés du langage naturel, mais aussi, voire surtout, pour que la définition mathématique rigoureuse rende nos jolis théorèmes vrais. Et pour les Dr John psychorigides parmi vous qui douteraient de cette flexibilité des mathématiques, je vous recommande ces excellentes vidéos de Numberphile et Micmath. Bidouiller les définitions des mots, c'est un peu la solution mathématique pour lutter contre la sous-interprétation et écrire des théorèmes élégants. Bref, revenons donc au théorème que l'on voulait prouver. Ce théorème dit que si la complexité des explications est une petite fraction du nombre de données, alors on sera garanti d'éviter le piège de la surinterprétation. Et le premier concept à redéfinir va être le concept de complexité. Oui, parce que par exemple le concept de complexité de Solomonoff est inadéquat pour rendre ce joli théorème vrai. Dans les années 70, ce sont les informaticiens Vladimir Vapnik et Alexei Chervonenkis qui sont parvenus à trouver la bonne définition pour ce faire. Intuitivement, l'idée de Vapnik et Chervonenkis, c'est de compter le nombre maximal d'explications ad hoc autorisées. Et pour mesurer ce nombre d'explications ad hoc, il faut imaginer qu'on disposait originalement d'une sorte de chapeau d'où on pouvait tirer des explications ad hoc. Voilà qui nous amène à mesurer non pas la complexité des explications, mais plutôt la complexité du chapeau à explications ad hoc. Et intuitivement, la dimension VC va être une certaine mesure de la taille du chapeau à explications ad hoc. Et ça, c'est important à garder en tête au-delà de notre cadre mathématique. À chaque fois que l'on tire une conclusion, on la tire d'un ensemble de conclusions possibles. Il y a donc une sélection de la conclusion retenue. Alors bien sûr, cette sélection, elle n'est pas arbitraire, elle est motivée par les données. Mais qui dit sélection, dit biais de sélection, surtout quand il y a de l'aléa dans les données. Et de façon cruciale, comme on l'a vu dans l'épisode 11, plus on sélectionne parmi un grand ensemble de conclusions possibles, plus ce biais de sélection sera élevé. Eh bien, d'une certaine manière, la dimension VC mesure ce biais de sélection en fonction de la taille de l'ensemble des conclusions envisagées. Formalisons encore un peu plus la notion de dimension VC. Pour cela, prenons par exemple 3 points dans l'espace des features avec des labels qui sont des likes ou des dislikes.
Et supposons que l'on découvre les labels des 3 points au fur et à mesure. Si quel que soit le label du premier point, il existe une hypothèse du chapeau qui explique ce label, alors le nombre d'explications ad hoc autorisées par le chapeau, formellement appelée la dimension VC du chapeau, est supérieur ou égal à 1. Prenons maintenant un deuxième point. Si, quel que soit le label de ce second point, on peut encore expliquer les labels avec 2 points à l'aide d'une explication du chapeau, alors la dimension VC du chapeau sera supérieure ou égale à 2. J'espère que vous commencez à sentir là où je veux en venir. Prenons un troisième point. Si on peut expliquer toutes les valeurs des labels des 3 points à l'aide d'explications du chapeau, alors la dimension VC du chapeau sera supérieure ou égale à 3. Dans le jargon, on dit que le chapeau pulvérise l'ensemble des 3 points. Alors pour le coup, le mot pulvériser vient pas de moi. En anglais, on dit shatter et c'est le mot que je connaissais. Et puis en préparant cette vidéo, j'ai découvert cette traduction française et je trouve que c'est pas mal. De façon plus générale, un chapeau a une dimension VC au moins D s'il existe un ensemble de D points dans l'espace des features, tels que toutes les configurations de labels de ces D points peuvent être expliquées par une explication du chapeau. De façon équivalente, ceci revient à dire qu'il existe des points que le chapeau pulvérise. La dimension VC du chapeau sera alors le nombre maximal de points dans l'espace des features que le chapeau parvient à pulvériser. Intuitivement, c'est bien le nombre maximal d'explications ad hoc autorisées par le chapeau à explication, puisqu'alors si je prends n'importe quel autre point, il existera un label pour ce point qui ne pourra pas être expliqué par une nouvelle explication ad hoc du chapeau. Alors là, pour simplifier, je me suis passé dans le cadre de l'apprentissage supervisé où les labels sont uniquement des likes ou des dislikes. Mais bien sûr, pour des cadres plus généraux, il faudrait encore modifier la notion de complexité. En fonction du cadre que l'on considère, on peut utiliser la dimension de Natarajan, la complexité de Rademacher ou encore la pseudo-dimension de Pollard. Mais revenons-en à la dimension VC et illustrons-la avec un exemple. Supposons que l'espace des features soit un plan de dimension 2. Et considérons un chapeau contenant tous les classifieurs linéaires du plan. Alors, avec un peu de patience et de réflexion, on peut voir qu'un ensemble de 3 points non alignés est pulvérisé par le chapeau des classifieurs linéaires du plan. En effet, quels que soient les labels des 3 points, je peux trouver une droite qui sépare les likes des dislikes. Le chapeau des classifieurs linéaires du plan a donc une dimension VC supérieure ou égale à 3. En fait, on peut montrer qu'elle est égale à 3, car pour tout ensemble de 4 points, il existe des labels pour ces 4 points qu'une classification linéaire ne pourra pas expliquer. Typiquement, on peut avoir une configuration en XOR, et on a vu qu'une classification linéaire seule ne peut pas expliquer le XOR. Les classifieurs linéaires ne pulvérisent aucun ensemble de 4 points. Leur dimension VC est donc strictement inférieure à 4, or on a vu qu'elle était supérieure ou égale à 3, elle est donc égale à 3. De façon générale, si les explications du chapeau sont paramétrées par un nombre prédéfini de paramètres, alors la dimension VC du chapeau sera plus ou moins ce nombre de paramètres. Oui, parce qu'intuitivement, pour chaque nouvelle donnée, on peut ajuster un des paramètres pour coller à cette donnée, sans toutefois perdre notre pouvoir explicatif des autres données déjà observées. Bon, ça c'est l'intuition, mais en fait, le calcul de la dimension VC est souvent plus compliqué que cela. Bref, vous voyez qu'on a pas mal bidouillé la définition du mot complexité. Mais j'imagine que vous sentez peut-être que notre définition formalisée, qui correspond donc à ce concept de dimension VC, est quand même assez proche d'une définition intuitive de ce que pourrait être la complexité d'une explication. Mais le juge de paix pour savoir si cette définition intuitive est bonne, ça reste de savoir si elle rend notre théorème vrai. Ok, donc changeons un petit peu notre théorème pour inclure cette notion de dimension VC. Le théorème en version un poil plus formelle dit maintenant, si la dimension VC du chapeau d'explication est une petite fraction du nombre de données, alors on sera garanti d'éviter le piège de la surinterprétation. On y est presque, mais il nous reste encore à définir mathématiquement le concept de surinterprétation. Et ce que je vous propose, c'est de nous inspirer de l'épisode précédent avec cette histoire de training set et test set. Souvenez-vous, on avait divisé aléatoirement nos données en deux ensembles, d'un côté le training set et de l'autre le test set. Et on avait vu que la surinterprétation, c'était quand l'explication sélectionnée via le training set se généralise mal au test set. C'est-à-dire quand le taux d'erreur au test set est beaucoup plus grand que le taux d'erreur au training set. Eh bien, on peut incorporer toutes ces notions dans notre théorème intuitif. Ça nous donne le théorème suivant. Si la dimension VC est une petite fraction du nombre de données du training set, alors le taux d'erreur au test set ne sera pas beaucoup plus grand que celui au training set. On y est presque. Il reste un dernier petit problème, qui est le fait que ce théorème qui est maintenant formel est faux. Et je vous invite à mettre pause 30 secondes pour deviner pourquoi. Allez, mettez pause.
Le problème, c'est qu'il y aura toujours des cas où le training set et le test set seront des échantillons non représentatifs des données. Typiquement, si on met tous les chocolats suisses dans le training set, alors ça va être un petit peu compliqué d'apprendre une règle pertinente. Le hasard fait qu'il existera toujours des cas où la surinterprétation sera inévitable. Du coup, ce théorème est faux. Ce qui est un petit peu embêtant. Cependant, on peut espérer que ces cas d'échantillons non représentatifs sont rares. Et en effet, en statistique, on observe que plus on échantillonne aléatoirement de données, plus on est quasi sûr d'obtenir un échantillon aléatoire représentatif. Et c'est justement ça la clé pour rendre notre théorème vrai. On obtient alors le théorème suivant. Si la dimension VC du chapeau d'explication est une petite fraction du nombre de données du training set, alors avec grande probabilité, le taux d'erreur au test set ne sera pas beaucoup plus grand que le taux d'erreur au training set. Il ne reste plus qu'à être un petit peu plus quantitatif, ce qui nous donne, si la dimension VC du chapeau d'explication est égale à VC, si la taille du training set est égale à N, et si on appelle P la probabilité d'échantillonnage très non représentatif, alors avec grande probabilité 1 moins P, le taux d'erreur au test set sera au plus le taux d'erreur au training set plus cette quantité-là qui fait intervenir VC, N et P. Ça, c'est le théorème de Vapnik. Alors pour que ce théorème devienne vraiment un théorème, il faut aussi et surtout une démonstration du théorème. Et d'ailleurs, pour que la démonstration soit valide, il faut encore ajouter quelques hypothèses. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que la démonstration du théorème n'est pas toujours la partie la plus difficile ni la plus intéressante. Et c'est peut-être dommage qu'à l'école on ne parle généralement que des théorèmes et des démonstrations des théorèmes. Alors que formaliser un théorème intuitif en un théorème rigoureux et vrai en choisissant les bonnes définitions des termes du théorème intuitif, c'est en fait une très grosse partie de la recherche en mathématiques appliquées et en informatique théorique. D'ailleurs, on a là un joli théorème, mais c'est peut-être pas cette version du théorème qui est la plus intéressante. Il reste souvent souhaitable de chercher à simplifier le théorème, à le vulgariser, et en pratique ça va correspondre à une petite discussion dans l'article de recherche, ainsi qu'à des remarques informelles à l'oral, en séminaire ou à la pause café entre chercheurs, ou encore au moment de la vulgarisation du théorème par votre serviteur si présent. En particulier, dans notre cas, les quantités logarithmiques sont en fait négligeables. Du coup, même s'il est techniquement pas juste de le dire, j'ai tendance à ne pas trop hésiter à vous dire que le théorème de Vapnik prouve en gros, oui, généralement j'insiste quand même sur le fait que je suis approximatif quand je le dis, que l'erreur additionnelle de généralisation est au plus de racine carrée de VC divisé par N. Voici qui me conduit à la version vulgarisée du théorème de Vapnik qui dit qu'avec grande probabilité, l'erreur de surinterprétation est égale à la racine carrée de la dimension VC du chapeau d'explication divisée par la taille du training set. Ou de façon encore plus vulgarisée, en pratique, il est raisonnable de ne s'autoriser une nouvelle explication ad hoc que toutes les 100 nouvelles données. Sachant qu'un article de journal sur l'actualité n'a généralement qu'une poignée de nouvelles données, et en plus sachant que les journaux ont tendance à répéter cette même nouvelle donnée, voilà qui donne une idée d'à quel point, quand il s'agit d'actualité, nous sommes sans doute constamment en grave excès de surinterprétation. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Donc il y a eu pas mal de collaborations récemment sur Sense4All et je voulais vraiment encore une fois remercier tous ces collaborateurs qui ont été absolument géniaux. Et je remercie aussi leurs tipeurs puisque indirectement c'est grâce à eux que j'ai pu avoir de tels collaborateurs sur les vidéos Sense4All. Aujourd'hui il y a une poignée de vulgarisateurs scientifiques sur YouTube qui commencent à arriver à vivre des dons grâce à vous, des dons Tipeee. Ça leur permet de produire leurs vidéos mais ça leur permet aussi de façon un peu égoïste personnel de collaborer avec moi et du coup je remercie énormément les tipeurs de ces chaînes et si vous voulez faire une bonne action, allez tiper tous ces gens formidables. J'en profite aussi pour passer une annonce puisque après-demain je serai au Panthéon à Paris pour parler de Condorcet dans le cadre de la semaine des mathématiques au Panthéon et voilà, je ferai une présentation de 30 minutes mercredi soir. L'entrée est gratuite donc si vous voulez venir, n'hésitez pas ou au moins pour passer me dire bonjour, ça sera avec plaisir. La dernière fois on a parlé de validation croisée et 42 nous demande si je vous parlais vraiment de validation croisée ou de validation simple. Alors il faut savoir que le concept de validation croisée, en tout cas d'après Wikipédia, est assez flou et assez mal défini et en effet il y a pas mal de variantes qu'on peut imaginer. Je pense que l'idée vraiment importante et centrale, c'est l'idée d'avoir un échantillon d'entraînement qui va nous permettre d'essayer de trouver des règles et surtout de tester la généralisation de ces règles à d'autres données qui n'étaient pas parmi les données d'entraînement. On parle parfois de données in sample, c'est-à-dire à l'intérieur de l'échantillon d'entraînement.
également, et de données out of sample. Et je pense que c'est assez important, y compris en pratique pour nous autres humains, à chaque fois qu'on essaie d'intuiter des règles à partir de choses qu'on observe, il est souvent très utile d'essayer de tester si ces règles vont bel et bien se généraliser, et pour cela il faut absolument les confronter à des données qui sont out of sample. Kifran nous fait la remarque que même s'il comprend l'explication de pourquoi est-ce que le sophisme du parieur est un parieur, il a du mal à se convaincre intimement que en effet ce 9e lancé, en tout cas si les lancers sont parfaitement indépendants, ne sera pas influencé par les 8 précédents. Et je pense que c'est absolument génial de se rendre compte que notre intuition ne fonctionne pas et qu'il y a une incohérence entre notre intuition et la théorie mathématique. Ça permet de se rendre compte des limites de notre intuition et du fait que notre intuition est victime de beaucoup d'illusions. Et je vous renvoie notamment vers la vidéo de Monsieur Phi où il explique pourquoi est-ce que penser que le moi existe, c'est quelque chose d'extrêmement fort intuitivement, et du coup c'est quelque chose d'extrêmement dur à rejeter, quand bien même il pourrait en fait ne s'agir que d'une illusion qui ne serait pas très différente des illusions d'optique. De façon plus générale, je pense que ce genre d'exemple permet de se rendre compte que notre intuition vraiment a des limites, et de se rendre compte surtout des limites de notre intuition. Ça permet d'un peu de mieux comprendre l'étendue de notre ignorance et l'étendue de l'ignorance de notre intuition, ce qui peut permettre notamment de se dire que finalement l'intuition on peut pas tant y faire confiance, que l'avis notamment d'un modèle mathématique ou l'avis d'une personne plus informée que nous est peut-être beaucoup plus fiable que notre intuition. Acharf nous propose un protocole pour que, sachant qu'une pièce est tombée 8 fois de face, estimer la probabilité qu'elle va tomber encore sur face. Il propose la chose suivante: on va tirer un nombre au hasard entre 0 et 1, qui va être la probabilité P d'avoir un face, et ensuite à partir de cette probabilité P, on va simuler 8 lancers, et si ces 8 lancers donnent face, alors on va mettre la probabilité P qu'on avait tirée en mémoire. Et on répète cette expérience de pensée encore et encore, donc petit à petit notre ensemble de valeurs P qui ont été retenues va augmenter, et quand il y en a suffisamment, on peut à ce moment-là prendre la moyenne des valeurs P qu'on a calculées, et on obtient alors 0,9 comme la prédiction de Laplace. Et en effet, ces calculs-là sont exactement les calculs de Laplace. Bon, ça correspond pas tout à fait à la logique, en tout cas la philosophie du bayésianisme, mais en fait ça en est très très proche. Pour en savoir plus sur le bayésianisme, d'ailleurs, je vous recommande les excellentes vidéos de Monsieur Phi sur le sujet, ainsi que la dernière vidéo d'hygiène mentale qui explique très bien les rudiments de la philosophie bayésienne, même si, comme vous pouvez vous en douter, il y a encore beaucoup plus à dire. Et quelque chose me dit que Christophe est d'ailleurs en train de préparer toute une série de vidéos pour aller plus loin vers la compréhension du bayésianisme. Monsieur Maxi nous demande s'il est possible de sauvegarder les règles déduites d'un premier training, et peut-être qu'on peut les affiner ensuite avec un second training. Alors en fait, bien souvent, le cadre classique du machine learning ne prend pas forcément exactement ça en compte, mais des évolutions un peu plus modernes, notamment l'algorithme de la descente de gradient stochastique dont on reparlera sur TensorFlow, permet une certaine forme de progression de l'apprentissage au fur et à mesure. Mais pour un bayésien comme moi, la bonne façon de faire cela correspond vraiment en fait à ce qui est au cœur de la philosophie bayésienne, et je vous renvoie notamment vers la vidéo de Christophe pour avoir une intuition de ce que ça veut dire. C'est que l'apprentissage est cumulatif et qu'on affine en fait à tout instant, en fonction des nouvelles données que l'on observe, nos croyances en différentes théories typiquement. Bref, tout ça pour dire que cette idée d'apprentissage cumulatif, en fait c'est exactement le cadre de l'apprentissage réel, j'ai envie de dire, et c'est aussi le cadre fondamental du bayésianisme. Krakikov pose deux questions qui n'ont rien à voir. Je vais m'arrêter sur la deuxième question qui demande s'il est possible de déduire en gros les bons axiomes des mathématiques à partir d'un espèce de big data, de l'analyse du monde qui nous entoure. Alors je pense que la question de la plupart des mathématiciens, cette question c'est clairement non, mais en tant que bayésien j'ai tendance à dire que finalement avec ce big data on va être facilement capable de voir quels sont les meilleurs algorithmes d'apprentissage, et d'une certaine manière les algorithmes d'apprentissage sont peut-être les bons fondements du savoir, et du coup d'une certaine manière les bons axiomes des mathématiques. Voilà, c'est une réflexion un peu philosophique que je fais là, et c'est absolument pas un consensus, mais je pense que c'est une réflexion qui est loin d'être stupide, et j'aurais tendance à parier que c'est une réflexion qui finira par donner largement raison au bayésianisme. Féa compare l'intelligence des intelligences artificielles et des humains et fait remarquer que, contrairement aux intelligences artificielles, il semble que l'humain ait besoin de beaucoup moins d'exemples. En fait, on peut quantifier la quantité d'informations, de data auxquelles l'humain a eu accès au cours de toute sa vie, et cette quantité d'informations est en fait absolument énorme. Il faut imaginer qu'à chaque seconde, tous mes sens en fait m'envoient de l'information, alors qui a priori pas vraiment sous la forme de 0 et de 1, mais en fait, d'après la théorie de l'information, elle est équivalente à une série de 0 et de 1, et donc d'une certaine manière, le corps humain est en fait en constant apprentissage de tout son environnement, et il fait vraiment de l'analyse de big data. Autrement dit, comme le fait remarquer Psychogore, énormément de données pour une machine correspond à dire beaucoup d'expérience pour un être humain.
Et ça correspond exactement au raisonnement de Turing en 1950 dans son fameux article. Et je vous renvoie vers les vidéos précédentes pour en savoir plus. Et ça veut aussi dire que pour qu'une IA devienne intelligente, il faut absolument qu'elle arrive d'une certaine manière à tirer le meilleur de toute son expérience. Autrement dit, ça suggère encore une fois qu'il faut un apprentissage cumulatif, au hasard, comme le bayésianisme. Oui, je vous avais dit qu'on ne parlerait pas de bayésianisme dans cette série, mais en fait c'est très difficile de parler de tous ces sujets sans au moins mentionner le terme bayésien. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça vous a permis de comprendre un peu plus comment fonctionne en fait la recherche, notamment en mathématiques appliquées et en informatique théorique, voir de façon plus générale quelle est la nature des mathématiques et en quoi l'apprentissage mathématique est très différent de la recherche en mathématiques. D'ailleurs, pour cette vidéo, j'ai été inspiré par une excellente vidéo de Gilles Dweck où il parle des logarithmes. Parce que typiquement, quand on apprend les logarithmes à l'école, on a l'impression que ça a toujours existé, que ça a toujours été comme ça, alors que la notion de logarithme a mis beaucoup de temps à être inventée. Et notamment, si on raisonne d'un point de vue algorithmique, on va aboutir à des définitions du mot logarithme qui ne sont pas la définition classique de l'école. Et à ce moment, il est intéressant de voir comment on peut bidouiller la définition du mot logarithme pour prendre la définition qui convient le mieux d'une certaine manière. Et c'est ce qu'explique très bien Gilles Dweck dans cette présentation. Et en quoi l'enseignement du fait qu'on a le droit de bidouiller les définitions des mots mathématiques est quelque chose en fait d'extrêmement important d'un point de vue pédagogique, en tout cas je le pense. La prochaine fois on va parler d'un autre concept important dans l'informatique théorique qui est l'apprentissage probablement approximativement correct ou apprentissage PAC de façon plus courte, qui est un petit peu le cadre d'apprentissage qui a un peu gagné les crédences des chercheurs en informatique théorique. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui aiment raisonner par rapport au concept de l'apprentissage PAC. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter, à la partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Je leur ai dit, mais ça serait quand même beaucoup plus super si le logarithme de a fois b, c'était toujours le logarithme de a plus le logarithme de b. Et là, ils me disaient, oui, mais en fait, c'est pas le cas. Donc, l'idée que la première des lois est plus harmonieuse que la deuxième était déjà pas quelque chose d'évident pour eux. Et donc ça, c'est quelque chose de... Peut-être qu'il y a des gens qui jamais ne verront que c'est plus beau, c'est plus lisse, c'est plus... d'avoir la somme des logarithmes, la logarithme du produit qui est la somme des logarithmes plutôt que d'avoir un -1. Le boulet que j'avais au pied quand j'étais avec les maths engine, c'est qu'il y avait quelques élèves de terminale qui avaient déjà vu le vrai logarithme et qui étaient complètement perturbés par l'idée qu'il y a un faux logarithme, un deuxième logarithme. Et alors et même après qu'ils avaient accepté de jouer le jeu et de se dire, bah voilà, il y a ce logarithme bizarre avec le -1, là, le moment où on leur a dit, mais maintenant il faudrait revenir, il faudrait essayer d'inventer mieux, alors là ils étaient complètement perdus. Donc c'est une des difficultés, c'est que c'est plus facile de parler de logarithme à des gens qui n'ont jamais entendu parler de logarithme qu'à des gens qui se croient savants parce qu'ils connaissent le logarithme réel et qui ont du mal à jouer dans des règles un peu nouvelles. Evidently, the space age of such threshold classifiers is infinitely large. I can put theta wherever I want. But it's also highly structured. In fact, it's tempting to say that h is only of dimension 1. Actually, its VC dimension is indeed 1.